L'œuvre dont nous allons parler dans le cadre de cette soirée Une heure, une œuvre est une peinture magistrale de Victor Prouvé, intitulée La vie, qui surplombe l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux et qui est marquée par une belle actualité, puisqu'elle a fait l'objet d'une importante campagne de restauration nous permettant de la redécouvrir. Nous allons aborder dans un premier temps le contexte de création et l'iconographie de cette œuvre qui est classée au titre des monuments historiques et qui a un statut juridique particulier. Il s'agit en effet d'un dépôt de la conservation des œuvres d'art religieux et civils de la ville de Paris, car il s'agit d'une commande publique de l'ancien Conseil général de la Seine. Dans un second temps sera abordé le processus de restauration de cette peinture monumentale par Émilie Faust et Violaine Garcia, deux restauratrices qui ont mené à bien cette restauration, à la tête d'un groupement de 12 conservatrices restauratrices du patrimoine. Une restauration qui s'est avérée complexe et délicate de par son emplacement en hauteur au-dessus de l'escalier d'honneur, qui a nécessité la pose d'un échafaudage sur mesure pour pouvoir traiter chaque mètre carré de peinture. Cette restauration s'est accompagnée d'une étude historique ainsi que d'analyses physico-chimiques qui nous ont permis de l'éclairer d'un jour nouveau. Abordons à présent le contexte de création de cette œuvre. La vie est un chef-d'œuvre de Victor Prouvé et l'une de ses plus célèbres commandes publiques. Prouvé est un artiste nancéien né en 1858, mort à Sétif en 1943. À la fois peintre, sculpteur, graveur, décorateur, il est un artiste véritablement complet, figure majeure de l'Art nouveau. Il fut l'un des principaux représentants de l'école de Nancy, aux côtés d'artistes comme Émile Gallé, notamment, avec lequel il travailla en étroite collaboration. Ensemble, ils participèrent au renouveau des arts décoratifs. Voyez sur cette épreuve gélatino-argentique un portrait de Prouvé dans son atelier par le vicomte de Ponton-d'Amécourt en 1898. Cette photographie est conservée dans les collections du musée d'Orsay. Prouvé est né dans un milieu de dessinateur en broderie et montra assez tôt des dispositions pour le dessin. Il suivit les cours de l'école de dessin de Nancy avant de s'installer à Paris pour étudier à l'école des Beaux-Arts où il fréquenta l'atelier du peintre académique Alexandre Cabanel. Il expose ensuite au Salon de Paris et également au Salon de Nancy. Ses envois au Salon lui attirant peu à peu une reconnaissance publique et l'obtention de ses premières commandes, publiques mais également privées, devenant en quelques années l'un des principaux peintres décorateurs de son époque, très apprécié pour sa touche vive et colorée. Parmi ses principales commandes publiques, citons à Paris le décor de la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement, dont vous avez quelques illustrations sous les yeux, à Nancy, le plafond de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, conjointement avec l'artiste Émile Friand, ou encore la réalisation des 12 médaillons de l'Hôtel de Ville de Nancy en 1981. Il fut en outre, durant une vingtaine d'années, le président de l'École des Beaux-Arts de Nancy. Tenté un temps par l'orientalisme, après un séjour en Tunisie qui lui inspira plusieurs œuvres, c'est bien à ses grands décors, et plus particulièrement à son décor pour l'Hôtel de Ville d'Issy, que nous allons à présent nous intéresser. Dès 1891 et jusqu'en 1895, sont effectués d'importants travaux de transformation de ce qui deviendra l'Hôtel de Ville d'Issy. En effet, l'ancienne demeure aristocratique du financier Beaujon, qui avait déjà subi d'importantes modifications, est réaménagée afin de prendre sa nouvelle vocation. L'ancien fief ou domaine acheté par Nicolas Beaujon, financier du roi en 1773, qui fit construire une vaste résidence, eh bien cette propriété est acquise un demi-siècle plus tard par la congrégation des Dames de Saint-Augustin afin d'être transformée en maison d'instruction pour jeunes filles. La propriété subit quelques transformations. La mairie rachète la propriété en 1891. La conversion du couvent en mairie fait donc l'objet d'un concours ouvert dont le lauréat est l'architecte Louis Bonnier. Louis Bonnier est un important architecte, en effet, il sera le futur directeur de l'Exposition universelle de 1925 et également futur conservateur du Palais de l'Élysée. Et donc, il est chargé de mener à bien ces importants travaux. Pour ce faire, il fait appel à des artistes pour le décor de la mairie. C'est ainsi qu'il fait appel à Victor Prouvé pour la peinture de l'escalier d'honneur, Louis Gillot pour la peinture de la salle du conseil municipal de l'époque, ainsi que Camille Lefebvre pour la sculpture de cette même salle, qui est aujourd'hui la salle des mariages. Victor Prouvé est donc chargé en 1896, par le biais d'une commande directe, c'est-à-dire sans concours, de la décoration de cet escalier d'honneur. Cette commande est documentée. En effet, nous savons qu'elle a coûté 12 000 francs, par arrêté du 25 janvier 1896, en conformité avec la délibération du Conseil général de la Seine. Victor Prouvé reçoit cette commande en raison des bons résultats qu'il a obtenus aux deux concours pour la salle à manger de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est-à-dire en 1891-92 et en 1893, concours qu'il n'a certes pas obtenus, mais pour lesquels il a été bien classé.
et dont les esquisses sont aujourd'hui conservées au musée du Petit Palais. L'étude préparatoire de la vie, puisqu'il y a également une étude préparatoire, malgré le fait qu'elle n'ait pas participé à un concours, est également conservée au musée du Petit Palais. Elle fut exposée à l'époque au Salon national de la Société des Beaux-Arts, où elle est acceptée. La commission demande toutefois à Victor Prouvé, je cite, « de rehausser de quelques touches lumineuses la tonalité un peu sourde de l'ensemble et de parfaire un détail du bras de la jeune femme lisant. » On note quelques différences toutefois entre l'esquisse que vous avez sous les yeux, constituée de 3 panneaux séparés par des éléments végétaux, et l'œuvre définitive, qui se déploie avec une grande continuité sur les 3 pans de mur. La disposition des groupes de personnages diffère également, ainsi que la figure de la jeune fille à la poupée, présente sur l'œuvre définitive, qui n'apparaît pas sur l'esquisse. Qu'en est-il de l'iconographie à présent de cette œuvre? Cette peinture monumentale est une huile sur toile marouflée sur 3 pans de mur, composition en frise qui mesure 12 mètres de long par 3 mètres de haut et dont la lecture se fait de droite à gauche en suivant la montée des marches. Elle représente les 3 temps de la vie familiale. Sur la partie droite de la composition, on voit l'amour naissant des jeunes fiancés avec ce premier groupe de figures constitué par ce couple, puis un second groupe de jeunes filles légèrement à l'arrière-plan faisant la ronde dans un mouvement ondoyant de robes et un jeu de regards circulaire qui suggère le mouvement. Au centre de la composition est figuré l'accomplissement du couple véritablement à travers la naissance d'un enfant porté contre le sein de sa mère. Autour de cette figure de la maternité triomphante aux bras nus qui domine véritablement le centre de la composition, représentée cueillant un fruit de l'arbre fruitier, se trouvent plusieurs groupes de personnages monumentaux. Au pied donc de ce groupe principal, elle est entourée par un groupe de jeunes femmes en pleine lecture, assises dans l'herbe, probable allusion à l'éducation. À l'arrière-plan, légèrement sur la droite, un groupe d'hommes, dont l'un est sur un échafaudage en plein travail manuel, s'active à construire les murs d'une maison, à savoir le foyer familial. Il s'agit d'une représentation éminemment symbolique, la maison en chantier, symbolisant le couple bâtissant sa vie commune. Nous voyons là une exaltation des valeurs républicaines, tout autant qu'une évocation de la classe ouvrière qui avait un écho particulier dans le contexte industriel qui était celui de la ville d'Issy-les-Moulineaux, avec ses importants programmes de construction de logements. Au premier plan également, nous notons la présence d'une enfant serrant dans ses bras sa poupée, figure qui n'apparaissait pas, nous l'avons vu, dans l'étude préparatoire et qui fut ajoutée ici par Prouvé. Sur la partie gauche de la composition sont représentés à nouveau plusieurs groupes de personnages. Un couple et son enfant au centre, et de part et d'autre de jeunes adolescents saisis dans un moment intime de conversation avec des aînés, leurs grands-parents, dans une évocation là encore symbolique de la descendance et de la transmission entre générations. L'ensemble célèbre donc le bonheur domestique à travers les grandes étapes du cycle de la vie et prend place dans un décor végétal luxuriant qui, vous le verrez dans la seconde partie consacrée à la restauration, a été largement redécouvert grâce justement à cette restauration. Un sentiment d'unité, de plénitude décorative se dégage de cette composition, entretenue par la ligne ondoyante des robes des jeunes femmes, mais aussi par les troncs sinueux des arbres, les mouvements des corps, les entrelacs de végétation. Il s'agit là d'un des principes constitutifs de l'Art nouveau. Cette œuvre est à rapprocher en cela d'un autre grand décor intitulé « Séjour de paix et de joie ou la régénération de l'humanité », décor en 4 panneaux pour la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement de Paris, commandé en 1898 et dont l'esquisse se trouve également dans les collections du musée du Petit Palais. Ce décor fut seulement mis en place en 1907 après une longue élaboration et nous retrouvons absolument les mêmes principes. D'une manière générale, ces grands décors participent pleinement à la politique artistique des grands décors mis en place par la Troisième République qui prévoit une ornementation des mairies. Elles mettent en valeur et glorifient les valeurs de la Nouvelle République que sont la famille, l'éducation, le travail. Évoquons à présent le processus de création. Concernant les sources, nous n'avons pas d'écrit malheureusement, mais un certain nombre de photographies conservées au Centre Images Lorraine font Léopold Poiré. Et la chercheuse Blandine Notaire a retrouvé certaines de ces photographies prises dans l'atelier de l'artiste. Elle a pu même identifier certains modèles posant pour la vie. Il est donc très intéressant de voir que Prouvé s'est intéressé vraiment au médium photographique et s'en est servi comme moyen, comme étude préparatoire finalement. Nous savons que cette pratique, il l'a ensuite continuée tout au long de sa carrière, puisqu'en 1898, il épouse Marie Duhamel, avec qui il eut 7 enfants, et il travailla beaucoup à partir de photographies de son épouse et de ses enfants. Ces photographies permettent donc de comprendre son travail de création. Outre ces photographies, plusieurs collections publiques conservent dans leurs collections donc des études préparatoires qui permettent également de documenter le travail de cet artiste.
C'est ainsi que le musée de l'école de Nancy possède 2 études préparatoires, cette femme accoudée tout d'abord, ainsi que ce buste de femme bras levés regardant à gauche. Le musée d'Orsay possède une étude pour la mairie d'Issy-les-Moulineaux, une scène centrale qui représente la famille, au pastel et fusain sur papier. Et au musée français de la carte à jouer, nous possédons également 2 études. La première est une étude de femme, pastel et fusain sur papier, qui date donc de la même période et qui est dédicacée à Louis Bonnier, le fameux architecte. Et une seconde étude intitulée La ronde des jeunes filles, qui est donc ce motif qu'il a beaucoup étudié, ce motif de la ronde, toujours au pastel et au fusain sur papier. Ce dessin a été acheté par le musée en 1993. Quelle fut la réception critique de cette œuvre? Eh bien, elle fut plutôt très bonne. Les critiques ne tarissent pas d'éloges sur cette œuvre et elles font de lui le consacrent vraiment comme un peintre décorateur, un grand peintre décorateur qui peut désormais rivaliser avec Puvis de Chavannes, le principal peintre décorateur de l'époque. Émilie Faust et Violaine Garcia vont maintenant parler de la restauration. L'œuvre de Victor Prouvé est une toile marouflée sur mur. La maroufle, c'est une technique ancestrale, un terme générique qui désigne une colle qui est appliquée sur un support dur pour pouvoir y coller un support souple. Ici, la maroufle a été identifiée comme une céruse. C'est un mélange d'huile de lin et de blanc de plomb qui a servi donc à coller la toile sur le mur. Il s'agit donc d'une toile peinte qui a ensuite été collée sur la paroi après sa réalisation. La toile a donc été peinte en atelier, en plusieurs morceaux et acheminée, probablement roulée sur le site avant d'être marouflée sur le mur. Nous n'avons pas de documentation précise sur l'acheminement des toiles en atelier jusqu'à Issy-les-Moulineaux, mais nous savons par comparaison d'un grand décor qui a également été réalisé dans la mairie du 11e arrondissement à Paris dans une période à peu près contemporaine, grâce aux correspondances, que les œuvres réalisées en atelier ont été apportées de cette façon et ensuite marouflées sur le mur par des ouvriers. C'est donc par analogie que nous avons pu déduire ces informations. Plusieurs éléments visibles sur l'œuvre nous permettent de distinguer cette mise en œuvre si particulière. Des petits trous observés en périphérie de l'œuvre sont des traces de l'ancien montage sur un châssis avant la pose sur le mur. En effet, lors de sa réalisation en atelier, les toiles sont tendues sur un châssis et les petits trous qu'on observe seraient donc les traces de clous laissées en périphérie. On distingue également plusieurs griffures sur l'œuvre qui constituent ce que l'on nomme des traces techniques. Alors que la colle était appliquée sur le mur, la toile était ensuite raclée à l'aide d'un outil pour optimiser l'adhérence de la toile sur le mur et éviter la formation de poches. Ce sont donc ces traces que l'on observe ici en image. Enfin, notons que la toile n'a pas été réalisée d'un seul tenant, mais en plusieurs laits de toile, c'est-à-dire en plusieurs morceaux. Alors, il faut savoir que d'une part, la largeur des toiles était limitée par la largeur des mêmes métiers à tisser qui servaient à les faire. Par ailleurs, ici, la configuration très spécifique de la cage d'escalier avec des angles arrondis nécessitait plusieurs découpes et ajustements. En effet, ici, on voit que la toile est composée de 5 laits, dont 2 plus petits dans les angles pour pouvoir épouser les arrondis. Alors, il n'est pas à exclure que l'artiste ait lui-même fait des repeints, des reprises entre la jonction des laits, tout simplement pour pouvoir assurer une continuité dans le décor qui était lui-même réalisé en atelier. Ces reprises sont très certainement aujourd'hui partiellement perdues et probablement à cause des anciennes restaurations qui ont été menées. À ces endroits, on distingue également d'autres découpes. D'après la documentation, des anciennes restaurations, et notamment une reprise de l'adhésion de la toile au mur, auraient généré ces mêmes découpes. C'est peut-être durant cette même restauration, menée dans les années 90 environ, que la couche picturale aurait été traitée. À cette période, l'œuvre a probablement été décrassée et un vernis aurait été appliqué au moins à 2 reprises. Concernant la technique de l'artiste, l'observation attentive de l'œuvre nous permet de remarquer des détails qui seront non seulement importants pour améliorer les connaissances de l'artiste et de son œuvre au global, mais également pour adapter au mieux les interventions de conservation et de restauration. Alors parmi ces détails, on remarque notamment que la toile n'a pas reçu de préparation. La peinture a été appliquée directement sur le support. En conséquence, le liant pictural, ici de l'huile, a partiellement été absorbé par la toile, rendant de fait ce qu'on appelle dans notre jargon une huile pauvre en liant. Elle est de fait plus fragile qu'une huile, à contrario, riche en liant. De plus, cette particularité technique laisse l'empreinte de la toile très visible avec de multiples micro-reliefs en surface.
Ce sont autant de zones d'accroche disponibles pour la lumière. La peinture a été appliquée en couche fine, avec une matière parfois très diluée, soit en liant, soit en solvant. De fait, on peut observer plusieurs couleurs de la matière, et ce, en différents endroits. Parfois donc, la matière picturale est très fine, travaillée en lavis, mais on observe également ce qu'on appelle dans notre jargon des demi-pattes, c'est-à-dire des légères zones en relief, des endroits où la matière est ici plus riche et plus nourrie. Ce que l'on remarque surtout dans l'œuvre de Victor Prouvé, c'est le caractère très graphique de l'œuvre. Cette matière picturale fine permet d'observer au mieux la mise en place de la composition et son côté parfois très esquissé. De ce que l'on connaît de la technique de l'artiste, il est fort peu probable qu'il ait verni la toile à l'époque. Les vernis qu'on pouvait observer n'étaient donc pas originaux. Toutes ces particularités techniques et historiques ont été notées et recueillies grâce à l'étude préalable à la restauration qui a été commandée par la mairie d'Issy-les-Moulineaux. En effet, dans certains cas où la problématique de restauration s'annonce particulièrement complexe ou lorsque c'est une intervention de grande ampleur, il est souhaitable de faire une étude que l'on dit étude préalable. Ça permet d'anticiper au mieux tous les aspects de la future intervention et en priorité les besoins réels de restauration. Donc on va répondre à différentes questions. Quelle est l'histoire de l'œuvre ? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Quels sont les matériaux constitutifs, tant les matériaux originaux que les matériaux de restauration? Quelle a été la technique employée par l'artiste? Et bien sûr, quel est l'état actuel de l'œuvre? Est-ce qu'elle est en bon état de conservation? Est-ce qu'elle est présentable? Quel est son état esthétique? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter comme intervention? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Et enfin, est-ce faisable? Donc ensuite, il y a tous les aspects aussi logistiques, budgétaires, temporels qu'on va évoquer dans l'étude préalable. Et ces informations permettent aux commanditaires d'avoir toutes les cartes en main pour réaliser le projet initié. Une étude préalable est tout à fait indiquée dans le cas de cette œuvre, d'une part parce que c'est une œuvre monumentale, mais aussi parce que c'est une œuvre majeure dans la carrière de l'artiste Victor Prouvé, et enfin par sa situation au sein de l'hôtel de ville, puisqu'elle est située dans cet escalier d'honneur, ce qui rend un chantier de restauration particulièrement complexe à élaborer. Ça demandait une forte anticipation du déroulé technique des interventions, mais également de bien planifier la logistique pour que la mairie puisse continuer à fonctionner avec un minimum d'impact lié à ces travaux. Concernant le constat d'état, l'aspect général de l'œuvre avant restauration était terne et opacifié. C'est ce qui a motivé le besoin de restauration. Donc nous avons monté un échafaudage provisoire pour réaliser l'étude et l'observation rapprochée a permis de consigner l'ensemble des altérations constatées dans un relevé numérique que vous voyez ici à l'image, et nous avons pu établir un diagnostic. Donc nous avons constaté que la toile était globalement en bon état. On pouvait noter des décollements de la toile sur les bords et également des poches qui étaient relativement étendues et qui étaient liées à un défaut du marouflage dont vous a parlé, la technique dont vous a parlé Émilie, donc un défaut d'adhésion de la toile sur le mur. Ces poches ne représentent pas aujourd'hui un dommage pour la peinture en elle-même, la couche colorée. Donc, on peut considérer que l'état de conservation est tout de même relativement bon. Les altérations constatées sur la couche picturale étaient en grande partie, en grande majorité, liées aux anciennes interventions de restauration et également à la dégradation de leurs matériaux. L'ensemble de la composition est très usé. La matière picturale ne subsiste souvent que dans les creux. Les crêtes sont, elles, arasées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ça accentue l'aspect sombre de certains motifs, comme par exemple le motif des travailleurs au centre de la composition, qui est aujourd'hui très assombri. Le vernis était particulièrement épais, opacifié, jauni. Il diminuait la compréhension de la matière originale et la lisibilité de l'ensemble.
Des repeints très étendus étaient présents, particulièrement à la jonction des laits et au niveau des anciennes découpes, comme le révèle de façon parlante l'observation sous fluorescence ultraviolette, avec les repeints les plus épais qui apparaissent foncés, mais aussi à l'angle inférieur gauche et de manière générale dans le ciel. Certains repeints s'étaient assombris avec le temps. Leur matière était lourde et opaque et surtout ils étaient abusifs, largement débordants sur l'original, avec des réinterprétations de motifs ou même des ajouts comme des éléments de végétation pour masquer des découpes. Donc il était très difficile à ce stade parfois de bien distinguer la matière originale de ces repeints abusifs tant ils étaient étendus. Quelques lacunes et éraflures accidentelles étaient présentes, notamment liées à la proximité du public en partie haute de l'escalier. Mais l'état de conservation, comme on l'a déjà dit, était globalement bon, alors que l'état de présentation, lui, était compromis par la présence de ce vernis opaque, de ces repeints qui dégradaient de façon importante l'intégrité de l'œuvre. En complément de ces observations, nous avons fait appel au laboratoire CARA, qui est un laboratoire spécialisé et qui nous a permis de faire des micro-analyses en faisant des prélèvements directement sur la peinture, ce qui a permis de connaître davantage les matériaux constitutifs de l'œuvre. Donc, nous avons pu déterminer que nous avions bien affaire à une peinture à l'huile, et également que celle-ci était recouverte de 3 matériaux de restauration qui étaient des matériaux synthétiques. Donc il y a 2 vernis, une émulsion acrylique et un autre vernis en dispersion. Et également, dans les parties davantage identifiées comme étant repeintes, a été trouvé un liant glycérophthalique. Donc tous ces éléments nous permettaient ensuite d'envisager plus facilement les interventions. Au regard de ces éléments, un retrait de l'épais vernis et des repeints abusifs était souhaitable. Des premiers essais de nettoyage ont été mis en œuvre et ont permis de vérifier non seulement la faisabilité de l'intervention, mais également le bénéfice que cela représentait, puisque nous retrouvions la facture de l'artiste, de nouveau lisible, et sous les larges repeints, une matière originale usée, mais bien présente. Le comportement du vernis à son retrait était très différent de celui des repeints, puisque le vernis partait sous forme de pellicule plastique, pelable après gonflement, et les repeints, eux, étaient très visqueux. Nous étions donc face à des matériaux particulièrement ardus à retirer, néfastes pour la conservation de l'œuvre, qui allaient demander un protocole de nettoyage soigneusement élaboré et mis en œuvre afin de limiter tout risque pour cette couche picturale particulièrement fine et fragile. L'étude achevée, un appel d'offres a été lancé. Pour y répondre, nous avons donc constitué une équipe. Il faut savoir que le métier de conservateur-restaurateur s'exerce dans la majorité des cas en tant que travailleur indépendant. Dans le cas de grands chantiers de restauration, comme c'était le cas à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, nous avons besoin de former des équipes conséquentes. En effet, il fallait à la fois allier les compétences requises pour réaliser les interventions nécessaires, mais il fallait également que les disponibilités de chacun soient suffisantes pour les mener à bien dans les temps impartis. C'est donc une équipe de 12 restauratrices, et oui, la profession est quasi exclusivement féminine, qui s'est relayée au chevet de l'œuvre pendant 3 mois durant. Dans notre profession, chacun possède des spécialités précises. Nous avons donc réuni des spécialistes du support toile, des collègues plus habitués à travailler sur des grands décors et d'autres plus spécialisés à traiter des œuvres modernes, qui sont des œuvres généralement plus fragiles. Il s'agissait donc de composer une équipe complémentaire autour d'un socle de connaissances communes qui était notre formation d'État. La configuration très spécifique du lieu, dans la cage d'escalier d'honneur de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, a donc nécessité la mise en place d'un échafaudage particulier. Là aussi, nous avons fait appel à un collègue brillant dans son domaine de compétences. L'installation proposée par la société Top Élévation, représentée par Pascal Cagnol, nous a donc permis de travailler en toute sécurité et de s'adapter à un lieu difficile d'accès et très fréquenté.
En effet, la vie de la mairie ne s'est pas arrêtée lorsque nous sommes arrivés. Il a donc fallu proposer plusieurs solutions pour respecter à la fois nos contraintes et celles imposées par ce que représente ce lieu de travail. Il faut en effet savoir que nous travaillons souvent avec des solvants et des produits chimiques qui nécessitent et qui imposent de s'équiper de protection individuelle. Ainsi, vous pouvez ici nous voir dans nos habits de lumière. Une combinaison pour éviter de rapporter les contaminants absorbés par les textiles, des gants épais pour se protéger les mains et de la diffusion cutanée, et enfin des masques à cartouches pour protéger les voies respiratoires. Bref, un véritable équipement qui nous permettait avant l'heure de pouvoir braver le Covid en toute sérénité. Une fois l'équipe sélectionnée et le chantier planifié, les interventions ont pu débuter sous le suivi attentif d'un comité scientifique. La problématique principale de restauration était le retrait du vernis et des repeints de manière efficace et en toute sécurité pour la matière picturale originale. Après de nombreux tests permettant d'affiner la méthode à partir des essais de l'étude préalable, nous avons retenu un gonflement par compresse de coton imbibé d'un mélange de solvants aux proportions précises. Après un temps de pose défini, la compresse pouvait être retirée et le vernis, désormais gonflé, était pelé délicatement sans frotter la matière picturale, évitant ainsi le risque d'usure. Ce protocole a été complété par l'utilisation de gel au niveau des repeints très épais et résistants. L'opération a été continuellement contrôlée sous lumière ultraviolette. Cette méthode nous a permis de vérifier la présence du vernis, dont la fluorescence est blanchâtre dans le cas présent. Cela a été fait d'une façon individuelle par les restauratrices sur leur zone de travail, mais aussi de façon globale, avec des vérifications générales. Ainsi, nous pouvions nous assurer de la régularité, de l'homogénéité de notre travail et du bon déroulé des interventions. Les repeints en jonction d'ailés et des découpes étaient particulièrement épais. Plus nous avancions le nettoyage, plus nous découvrions différents matériaux datant des multiples campagnes antérieures superposées. Ces zones étaient les plus chaotiques, usées, blanchies, et les différentes campagnes de mastic, de repeint avaient donc cherché à masquer tout cela, et les plus récentes et abusives à créer une continuité colorée d'un lait à l'autre, alors que nous avons mis au jour une différence de teinte, notamment au niveau du lait intermédiaire gauche. C'est une différence de teinte, mais également une différence de facture. Ce type de discontinuité est étrange, mais semble pourtant bien lié à l'exécution de l'artiste, puisque nous retrouvons cette particularité également dans un grand décor de l'hôtel de ville du 11e arrondissement de Paris. Ceci se comprend mieux quand nous savons que Victor Prouvé exécute ses toiles sur châssis, en atelier, les laits séparés les uns des autres, et qu'il a pour habitude de reprendre certains éléments sur place. Donc une continuité parfaite n'est peut-être pas pour lui sa préoccupation première. L'avancement du nettoyage révélait au fur et à mesure la persistance d'une résine en surface qui n'était amincie que de façon très hétérogène par le travail à la compresse. Cela confirmait bien l'application sur l'ensemble des deux vernis identifiés lors des analyses. Donc des tests d'allègement ont été réalisés, mais la matière picturale, qui rappelons-le est une huile jeune, très fine, pauvre en liant et fragile, est apparue trop sensible pour permettre l'allègement de la seconde résine. Au vu de la trop grande part de risque, il a été décidé en concertation avec le comité scientifique de laisser cette couche et de réaliser uniquement une légère homogénéisation de surface. Le retrait de l'important repeint de la partie basse à gauche a révélé une composition usée, mais plus nuancée et légère. Nous y avons également mis au jour des griffures, des éraflures et un graffiti qui témoigne des altérations récurrentes subies par l'œuvre dans cette zone. Le nettoyage a permis de révéler des couleurs éclatantes, notamment dans les bleus violacés, la facture vive de Victor Prouvé et de retrouver davantage de nuances colorées, de volume ainsi qu'une meilleure lisibilité, notamment des motifs en arrière-plan et de la végétation. Le dégagement des repeints dans le ciel a été particulièrement spectaculaire.
Ce témoin laissé jusqu'à la fin du nettoyage permet de bien se rendre compte à quel point la matière originale a été noyée de repeint. En parallèle, les décollements de la toile sur les bords ont été repris par injection d'adhésif. Les poches constatées n'ont pas été traitées car il y avait là aussi plus de risques pour l'œuvre que de bénéfices, mais leur évolution sera à surveiller. Les parties les plus usées et blanchies nécessitaient après vernissage l'apport d'une résine capable de nourrir la matière en profondeur et notre choix s'est porté vers une résine à très petites molécules, stable, incolore et très réversible dans des solvants inoffensifs pour la peinture. C'est d'ailleurs dans la même gamme de résine qu'a été réalisé le fin vernis final d'aspect satiné. Cela minimise l'impact d'un futur nettoyage sur cette œuvre fragile et garantit de bonnes conditions de conservation à long terme. Les lacunes et usures devaient ensuite être retouchées. Une technique par petits points a été sélectionnée afin de restituer une vibration picturale proche de l'aspect actuel de l'œuvre. Nos retouches sont donc identifiables aisément de près, mais invisibles à distance normale d'observation. La majorité des retouches se sont concentrées à la jonction des laits, où le travail de reconstitution progressive du motif original a été réalisé à partir des bribes conservées afin de ne pas faire d'erreur de motif et éviter l'écueil de la précédente restauration. Vous voyez ici quelques clichés avant et après intervention qui permettent de voir le bénéfice du traitement. Il a remis à jour la matérialité de l'œuvre avec le grain de la toile très présent, les touches vibrantes et colorées de l'artiste, les jonctions des laits à nouveau compréhensibles, mais également des coloris plus froids, infiniment délicats et nuancés.